Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 2 février 2024 avec Denis Salas, essayiste et ancien juge, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Il y présentait son ouvrage « Le déni du viol, essai de justice narrative » paru aux éditions Michalon. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous rencontrer ce soir en compagnie de Denis Salas. Et nous remercions tout particulièrement Ombre Blanche d'accueillir Denis Salas à Toulouse. Quelques mots introductifs très rapidement. Je vais faire le passage, le discutant avec Denis Salas, mais il y a bien évidemment un moment privilégié avec vous tout à l'heure lorsqu'il aura présenté son ouvrage. Je me présente très rapidement. Florent Garnier, je suis professeur à la faculté de droit de Toulouse et nous accueillons depuis 2 jours Denis Salas qui est venu faire un certain nombre de conférences ici à la faculté de droit et puis également dans le cadre du lycée Ozen où nous avons eu grand plaisir à rencontrer des lycéennes et des lycéens. Donc Denis Salas, en quelques mots, le présenter, c'est un magistrat, donc il a une forte expérience de l'organisation et du fonctionnement de la justice de notre pays. Il est essayiste également, il a rédigé de très nombreux ouvrages. Il a diverses responsabilités. Il est notamment président de l'Association française pour l'histoire de la justice, qui publie très régulièrement des volumes sur des thématiques liées par exemple au terrorisme. Le dernier en date, c'est sur la peine de mort, notamment. Et puis, il dirige aussi une revue sur les cahiers de la justice, là aussi, qui aborde différentes thématiques très contemporaines et qui intéressent la société de manière très générale, avec des débats de société. Et parmi ces thématiques, notamment de recherche, il y a la question de la violence dans le cadre des grands procès liés au terrorisme, et puis de la violence également dans le cadre privé, dans le cadre familial notamment, avec cet ouvrage « Le déni du viol, essai de justice narrative ». Et donc c'est de cet ouvrage que Denis va parler, va présenter en quelques minutes, et puis nous aurons bien évidemment un moment d'échange avec vous. Donc cher Denis, tu as la parole. Merci beaucoup Florent de cette présentation. Alors effectivement, il y a cet ouvrage que j'ai publié aux éditions Michalon qui porte comme titre « Le déni du viol » et comme sous-titre « Essai de justice narrative ». Il faut que je m'explique en quelques mots sur le titre et le sous-titre pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors le titre, le déni lui-même, il est le résultat d'une réflexion sur un crime tout à fait spécifique parce qu'il se déroule dans la sphère intime, dans la sphère privée. Il est totalement, je dirais, opaque dans sa construction. Il n'est pas visible de l'extérieur. Et surtout, il est rempli d'un quadruple déni. J'en ai compté au moins 4, ce qui fait quand même beaucoup. La première chose, c'est du côté de la victime. La victime de violences sexuelles, de viol, qui est le cas le plus grave en droit, c'est le sentiment d'être frappé par une forme de culpabilité et de honte et de détérioration de l'estime de soi, si vous voulez. Il y a une sorte de violation de l'intimité et de difficulté à reprendre pied dans la vie chez ces victimes. Je dis les victimes, ça peut être le plus souvent évidemment des femmes, ou des jeunes filles, ou des enfants. Ça peut être aussi des garçons, comme les affaires qui actuellement, dans le cas de l'Église catholique, le montrent amplement. Donc il y a cette première chose qui est le fait qu'à partir du moment où le fait de la violation sexuelle ou de l'inceste se produit, il y a une sorte de chape de plomb qui s'abat sur la victime et qui lui interdit quelque part de parler, de le formuler publiquement, parce que effectivement l'entourage, la famille lui rejette quelque part la responsabilité de l'acte et lui renvoie une forme de culpabilité. Surtout dans des sociétés patriarcales ou lourdement patriarcales, où l'atteinte au pater familias est une offense, si vous voulez, tout à fait rédhibitoire. Donc il y a déjà ce premier déni qui touche fondamentalement la victime, qui la confine en quelque sorte dans le secret. Et puis vous avez ensuite un deuxième poids de silence qui est celui de l'auteur. L'auteur sur qui s'abat la répression va effectivement tout faire, le plus souvent, pour le dissimuler, pour le minimiser, pour le nier. Une forme de négation, de dénégation, et aussi pour transférer la culpabilité du côté de la victime. Dire oui, d'accord,
on a eu des relations sexuelles, mais elle était consentante. C'est elle qui le voulait, etc. Donc une sorte de transfert de culpabilité qui reporte la culpabilité sur la victime et qui alourdit, si vous voulez, le poids de silence qui s'abat sur elle. Troisième niveau de déni, l'entourage. L'entourage qui ne dit rien, qui fait comme si rien ne s'était passé, qui met une chape de silence autour de cela, avec ne rien voir, ne rien dire, une forme de pure négation de l'acte, et quelque part aussi d'acceptation, de tolérance de l'acte, bien qu'on en soit témoin, et parfois avec une forme de perversion. J'ai un peu creusé l'affaire, vous savez, Weinstein, le producteur américain, est très intéressant, puisque Weinstein a organisé autour de lui l'occultation de ses actes, en s'entourant d'une équipe d'avocats qui passaient avec les victimes des contrats de confidentialité pour effectivement acheter quelque part leur silence. C'était une organisation, si vous voulez, juridique en l'occurrence, pour fermer la bouche des victimes dans la construction juridique, en l'occurrence, qui en a été faite. Il a fallu briser cette conspiration de l'entourage. Et puis le dernier déni, peut-être à mon avis un des plus forts, c'est celui que la loi elle-même ou la norme elle-même cimente autour de l'acte. Je veux dire par là que nous sommes dans une société où nous sommes tous sujets de la loi, mais il y a des sphères à l'intérieur de la société, professionnelles, militaires, sportives, showbiz, etc., qui ont leurs normes, qui ont leur système de fonctionnement, qui peut effectivement masquer aux yeux du public l'existence de violences sexuelles, d'autant que, comme je viens de le dire, elles sont le plus souvent intimes et cachées, d'autant plus facilement que l'on va tolérer implicitement des pratiques de ce type qui vont être effectivement masquées à l'intervention de la justice. Le cas le plus flagrant, c'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui autour de l'Église catholique, avec un système de négation de l'acte, avec une forme de réponse qui va concentrer la culpabilité sur la victime et qui va disculper l'auteur en le déplaçant, en le mutant, pour éviter que le scandale ne soit trop... Donc on protège l'institution, mais en protégeant l'institution, on nie à la victime sa propre parole. C'est ce que j'appelle le déni organisé par la loi, par la victime. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Je pourrais donner des exemples dans le monde du sport, il y en a beaucoup, ou dans le monde du show business, mais bon, peut-être qu'il y aura des questions autour de ça. Donc, en gros, un mur de dénégation qui rend très difficile qu'il soit percé et qu'il soit, au fond, brisé par la parole des victimes et qui explique, à mon avis, beaucoup plus qu'une simple culture du viol, l'impunité dans ce type de crime, parce qu'effectivement, le mur de dénégation est extrêmement puissant et tend à la visibiliser. Donc ça, c'est le titre, je vous l'explique en 2 mots. Et puis, le sous-titre, j'ai dit « Justice narrative », parce que j'ai remarqué que la manière dont on a pu briser ce mur de silence, c'est la capacité qu'ont eu les victimes de produire des récits et de les projeter dans l'espace public, soit en général dans les médias ou dans les réseaux numériques, soit dans la littérature, les écrits littéraires, soit même parfois, souvent même, mais pas toujours, devant des instances de justice. Donc la capacité à percer ce mur, ça a été, à mon avis, le plus souvent, des récits, des témoignages personnels, des récits vivants, qui existaient déjà auparavant, mais qui étaient occultés. Je vous donne un exemple sur lequel j'ouvre mon livre. C'est un récit publié en 1945 par une femme anonyme qui a subi les viols de l'armée russe à Berlin en 1945. C'est le quotidien d'une femme dans une ville plongée dans un chaos absolu, qui est la ville de Berlin en 1945, à demi détruite, si vous voulez, et qui raconte son expérience, la manière dont elle vit les agressions subies par les soldats russes dans la ville. Et alors, ce qui est très important, c'est que nous ne savons pas qui c'est. C'est un récit anonyme, qui est publié en folio, que vous trouverez ici, mais qui est anonyme. Donc la honte de cette femme est telle qu'elle ne peut signer son récit, qui restera anonyme, par rapport à la honte dont elle a été victime en tant que femme livrée à la violence sexuelle des soldats, mais aussi par rapport à son propre clan, si vous voulez. Elle incarne aussi la honte de l'Allemagne
violée par les Russes d'une manière systématique en 1945. Donc témoignages anonymes, très souvent, les récits d'avant MeToo sont des récits qui sont souvent des autofictions. C'est-à-dire on raconte l'histoire d'un personnage qui est mon histoire. Mais je ne peux pas la raconter à la première personne, je la raconte en inventant un personnage qui va être celui par rapport à ce qui m'est arrivé. Je raconte l'histoire d'Octave Mirbeau, qui a écrit un livre de Sébastien Roch, qui est l'histoire d'un adolescent victime d'un abus sexuel par un de ces prêtres de la congrégation où il était, mais qui le raconte comme une fiction, comme un roman, qui n'est pas un roman. Mais parce qu'il ne peut pas le dire à l'époque où il écrit au début du XXe siècle, parce que c'était inaudible dans le contexte de l'époque, qui ne pouvait pas l'accueillir comme tel. Les récits d'avant MeToo étaient des récits anonymes, des récits de pure autofiction, et les premiers récits qui ont brisé ce mur de silence ont été dans les années 80, la manière dont des femmes, je pense notamment au viol du silence de Eva Thomas, mais il y en a eu d'autres, mais celui-là est le plus fort. C'est une histoire d'inceste vis-à-vis de son père, qui a, si vous voulez, brisé ce silence en racontant à la première personne, pour la première fois, dans un contexte où la pédophilie et l'inceste étaient très largement normalisés dans les cercles intellectuels parisiens. C'est l'affaire Maznev, qu'on a revisité grâce à Vanessa Springora. Et si vous voulez, à l'époque, c'était quelque chose que... Maznev était invité de Bernard Pivot, il avait pignon sur rue, etc., etc. Et dans ce contexte-là, le livre de Eva Thomas a brisé quelque part cette espèce de totem d'impunité dont il bénéficiait à l'époque, mais qui a été un ébranlement parce que le texte d'Eva Thomas est d'une puissance narrative extraordinaire. Même elle a dû changer de nom pour échapper à la malédiction, entre guillemets, incestueuse, qui lui a permis de revivre sous un autre nom pour retrouver une identité qui avait été broyée par l'inceste. Voilà, ça c'est autre chose. Mais c'était assez minoritaire, si vous voulez, dans les années 80. Mais ces récits-là ont permis quand même de briser la puissance de la culture pédophile qui dominait à l'époque dans les milieux littéraires français. Il y avait Maznev, mais il y en avait d'autres. Il y avait Gide qui était leur maître, il y avait Monterland, etc., qui était une sorte de privilège de la littérature masculine de l'époque qui avait pignon sur rue. Donc ce qu'a apporté MeToo, c'est l'affirmation nominative, personnelle, par un jeu de cette offense qui a été subie par la victime en silence jusqu'à présent, qui a commencé aux États-Unis avec l'affaire Weinstein et qui ensuite s'est propagée en Europe avec Balance ton porc et tout ce qui a pu suivre. Mais je voulais juste faire cette généalogie pour montrer la puissance mobilisatrice des récits dans la capacité que nous avons eue de nous représenter l'ampleur de ces violences silencieuses qui jusque-là étaient tues et non expliquées. Alors maintenant, 3 points pour expliquer ma démarche dans ce livre. La première, c'est la dimension permanente de l'occultation de cette criminalité sexuelle dans beaucoup de sphères de la société. Un des points forts des écrits féministes, notamment américaines, c'est de regarder la violence sexuelle en temps de paix et en temps de guerre. On est aujourd'hui, on voit dans l'affaire de l'Ukraine et de la guerre contre la Russie à quel point il y a des crimes au sens des homicides, mais il y a aussi énormément de viols qui se commettent, mais on commence à les identifier. Donc la justice parvient à identifier l'ampleur de la criminalité liée à ce qu'on appelle en général les zones de guerre. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Nouveau, parce que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, en temps de guerre, le viol est secondarisé. Il est tout à fait secondaire par rapport aux soldats qui risquent leur peau sur le champ de bataille, etc. etc. C'est un à côté de la guerre, très souvent toléré, et sur lequel on ne lutte pas forcément, si ce n'est pour protéger l'honneur de l'armée, non pas pour protéger les victimes. C'est une chose différente. Et on pourrait parler longuement des pratiques américaines en la matière. Donc le viol se poursuit dans des sphères de la société que sont les moments où la guerre se déroule, les prisons. Alors, je n'ai pas pu obtenir d'analyse du viol dans le monde carcéral. Il n'y a pratiquement pas d'études sérieuses en sociologie sur ce plan-là, mais j'ai eu des témoignages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Patrick Dils, qui est ce garçon qui a été enfin réhabilité par la justice après avoir été accusé du meurtre de 2 enfants. Mais dans son écrit autobiographique, encore un récit précieux de ce point de vue-là, Dils raconte qu'en prison, il a été en permanence, à partir d'un moment précis, victime de viols récurrents dans sa cellule à laquelle il a dû subir
pendant pas mal de temps, mais il a le mérite de le raconter, et c'est un des rares témoignages sur ce plan-là. Et pour lui, cette affaire-là était quelque part supportée parce qu'il avait chevillé au cœur et au corps, quelque part, la volonté de faire triompher son innocence qui sublimait en quelque sorte son combat. Et puis vous avez la question du viol conjugal qui est important aussi, parce que pendant très longtemps, le viol conjugal n'existait pas, parce que la femme était présumée consentante ayant donné son accord pour le mariage. Mais c'est la jurisprudence. Dans les années 90, on disait que la justice devait cesser d'intervenir au seuil du lit nuptial. C'est une magnifique expression qu'avaient les juges à l'époque, mais qui est intéressante parce qu'en fait, on refusait d'intervenir pour cette raison-là, avec progressivement des plaidoyers, des témoignages qui ont permis effectivement d'entendre les victimes de viol conjugal qui ont pu effectivement être reconnus et obtenir justice. Mais ça a été très, très progressif. Vous avez une jurisprudence qui est de 92, c'est pas si vieux que ça, et une loi de 2006. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est imposé très progressivement, avec le temps, si vous voulez, sans qu'on puisse effectivement arrêter désormais le mouvement de ce point de vue-là. Donc vous avez aujourd'hui la permanence d'un déni dans des sphères de la société nombreuses, et notamment dans des sociétés lourdement patriarcales qui ne sont pas les nôtres, mais dont on a des témoignages très nombreux, notamment dans les pays africains sur lesquels le docteur Mukwembe a travaillé au Congo. Donc des espaces autarciques où le viol se déroule en toute impunité, avec l'appui de la normalité, de la loi, qui va sceller quelque part leur légitimité, leur légalité, sans qu'on puisse s'y opposer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et un des points qui matérialise un peu tout ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers la licéité de la pédophilie dans les années 80. Il n'y avait pas de poursuite à l'égard de la pédophilie. Aujourd'hui, ça nous paraît surréaliste, mais c'est vrai. Pourquoi ? Comme le disait Mazeneff, notre amour est au-dessus de la loi. Notre amour est au-dessus de la loi, c'est-à-dire que l'amour, la vertu de cette relation, qui est nimbée d'un discours, d'une rhétorique tout à fait spécifique à sa conception, masquait complètement, écartait complètement le danger d'une loi qui pourrait les menacer. Donc c'est intéressant parce que la subversion du consentement est au cœur de la manipulation de ce type d'intervention, comme celle-là, et qui effectivement manipule le consentement. Donc vous avez une jeune fille, à l'époque, Vanessa Springora, fascinée par l'aura du grand écrivain, qui va construire progressivement son consentement. On le voit dans le film, d'ailleurs, qui a été fait par la suite, avec l'accord implicite ou explicite de sa mère, mais avec une sorte de génie de la subversion qui va manipuler le consentement pour obtenir une adhésion pleine et entière. Donc cette idée d'une permanence du déni dans l'histoire, il est très fort. C'est qui explique, c'est ma deuxième partie, le combat féministe aujourd'hui. On ne comprend pas le combat féministe aujourd'hui si on ne se souvient pas de l'ampleur presque séculaire de ce déni qui frappe, qui touche, qui affecte, qui construit le viol en tant que tel. Et le combat s'est mené au départ contre la justice. Ce n'est pas avec la justice, c'est contre la justice, notamment en France. Planning familial, etc., ce n'était pas la justice, c'était la prévention, le soin, etc. Donc il y avait cette idée d'une défiance très forte à l'égard de la justice, avec le chiffre qu'on cite souvent, 1% des affaires de viol aboutissent à des condamnations aux assises. Je m'expliquerai éventuellement sur ce chiffre si vous voulez. Mais si vous voulez, vous avez là un combat qui va être mené sur d'autres sphères que la sphère de la justice. Notamment, j'insiste beaucoup sur d'ailleurs, la peinture qui illustre le livre, c'est la sculptrice Artemisia Gentileschi, excusez-moi, merci, et qui en quelque sorte s'est vengée ou a sublimé sa réaction, sa réplique, en peignant un tableau qui s'appelle Judith décapitant Holopherne. Alors je mets dans le livre l'illustration de ce tableau, mais c'est intéressant parce que Artemisia a été torturée par l'Inquisition pour qu'elle dise la vérité de ce qui s'est passé, qu'elle disculpe éventuellement le personnage en question. Et c'est que dans la peinture, dans le geste pictural, qu'elle a en quelque sorte obtenu, espéré justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'art est dépositaire d'une attente de justice qui ne peut pas se retrouver dans la justice réelle, mais qui se retrouve dans le geste créateur. Vous verrez dans le livre le tableau que je donne, mais il y a beaucoup d'autres situations où je pense à Niki de Saint-Phal, que vous connaissez peut-être aussi,
qui a été victime d'un inceste de la part de son père et qui a peint des tableaux tir. Je donne d'ailleurs une illustration dans le livre. Merci à l'éditeur qui m'a permis de mettre des illustrations comme ça. Donc c'est important de voir que les tableaux tir de Niki de Saint-Phal, elle tire sur un panneau en plâtre qu'elle détruit par des jets de balles, réels ou fictifs, peu importe, mais le panneau est vertical. Donc c'est une image de la verticalité qu'elle veut détruire progressivement. Ça s'appelle les tableaux tir au début de sa carrière. Mais elle a continué ensuite à développer cette démonstration. Donc, pour tout vous dire, le combat, il se livre en dehors de la justice par des artifices ou des moyens que sont la littérature, l'art. Je pourrais parler de Virginie Despentes aussi, c'est une violence extrême et sublimée dans la littérature, dans ses ouvrages, qui donne effectivement la mesure, si vous voulez, de la réaction qui s'est exposée. Alors, vous avez ensuite une manière de protester aussi par l'accusation médiatique, où la victime s'expose dans le débat public, c'est le cas d'Adèle Haenel, dont je parle un petit peu aussi, mais en même temps, elle expose aussi l'auteur. Donc je m'expose, je t'expose. C'est une dialectique nominative dans les deux cas. Et donc, à partir de là, la femme prend un risque dans l'espace public, puisque l'auteur attaqué riposte par un procès en dénonciation calomnieuse pour répondre à l'accusation et renverser l'accusation. Donc là, vous avez effectivement une polarité, je m'expose, je t'expose, qui le plus souvent arrive en justice et devient effectivement quelque chose qui est très tendu des deux côtés. De là aussi découle la critique faite à la justice dans ce combat, puisque l'essentiel, c'est le témoignage, le récit, les œuvres littéraires ou artistiques, etc. La justice est disqualifiée. Pourquoi ? Parce qu'elle édulcore les faits, elle classe sans suite pour infraction non caractérisée, c'est la formule habituelle, elle constate la prescription des faits ou elle ne formule pas de condamnation, au bout du compte. Donc vous avez un discours qui disqualifie la justice et qui, effectivement, n'encourage pas, c'est le mot de Adèle Haenel, la justice m'ignore, je l'ignore, n'encourage pas à ce que, effectivement, cette plainte trouve un lieu d'aboutissement qui serait la justice. Donc vous avez là une impasse totale qui boucle en quelque sorte ce combat-là, qui ne considère pas que la justice soit un bon interlocuteur. Et mon troisième point, c'est précisément le moment où la justice devient une ressource pour les victimes. Et ce moment, il est daté très clairement. C'est Gisèle Halimi, en 1980, le procès du viol d'Aix. Il y a eu le procès de Bobigny, d'une part, pour lutter en faveur de l'avortement, et le procès en 1978, et le procès d'Aix en 1980. Et là, c'est un moment capital, non seulement parce que le procès n'est plus l'ennemi, enfin l'adversaire, le juge n'est plus l'adversaire, il devient une ressource, il devient le moyen que je vais acquérir, que je vais saisir pour faire valoir mes droits. Parce que je vais faire en sorte que le procès, par sa publicité, par l'écho médiatique qu'il a, va irriguer l'opinion publique, va obtenir une audience suffisante et va me permettre de dire que ceux qui étaient, dans le cas des deux femmes qui ont été violées dans la fameuse calanque de Morjou à Marseille, ce n'étaient pas des coups et blessures volontaires, comme l'avait qualifié le juge d'instruction, c'était un viol. Et par l'appel qui a été prononcé, par l'insistance à construire des plaidoyers, eh bien effectivement, la Cour d'appel a pu effectivement requalifier ce qui était considéré au départ comme des coups et blessures volontaires. Donc un délit, si vous voulez, ordinaire, est devenu, si vous voulez, un crime par l'action de Gisèle Halimi et la collaboration extrêmement dure de ces deux femmes qui ont pu obtenir justice. Ce moment Halimi, si je peux dire, c'est le moment où vous politisez une affaire, une cause en l'occurrence, non pas contre la justice, mais par la justice. Donc c'est là où je trouve que c'est un moment clé dans la manière dont on peut faire de la justice un allié et non pas un adversaire ou un ennemi. Et c'est par ce biais-là que le procès a débouché sur la définition juridique du viol pour la première fois. On a dit, le viol, c'est quoi ? On le définit. C'est une atteinte sexuelle par menace, contrainte, surprise, violence. On a catégorisé le viol, on l'a défini. Ce qui a permis de donner au juge, pour la première fois, les moyens de le qualifier. Au lieu de dire causes et blessures, etc., parce qu'on n'avait pas de définition précise, on a pu le définir.
et donc le qualifier, et donc engager des poursuites, là où jusque-là, il y avait une ignorance totale de ce que la victime pouvait ressentir. Donc à partir d'une action en justice, on a pu obtenir une définition légale qui a été la feuille de route à partir desquelles la justice, à partir de là, a commencé à fonctionner et à mener son travail. Donc vous voyez que là, le virage est extrêmement important dans la manière dont on conçoit le travail de la justice. Maintenant, je ne vais peut-être pas être trop long, je termine sur 2-3 points. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui d'affaires prescrites parce que le temps passe et que, si vous voulez, le traumatisme met du temps à mûrir et à évoluer dans le psychisme des victimes. Après une amnésie traumatique, on revit quelque part le traumatisme très longtemps après. Mais pour la justice, c'est compliqué parce que très longtemps après, il y a souvent prescription. Et donc, les faits ne peuvent pas être poursuivis. Alors là encore, adaptation. La justice, le parquet de Paris, le parquet en général, va entendre les victimes malgré tout, même s'il y a eu prescription, pour rendre justice d'une certaine manière à cette demande, va sans doute entendre aussi l'auteur présumé pour qu'il s'explique. Donc une réponse est apportée. On ne peut pas apporter de réponse en termes de jugement, puisque c'est prescrit, mais on apporte une réponse en termes de reconnaissance, qui est extrêmement important pour quelqu'un qui n'a pas eu de reconnaissance de ce qu'elle a subi pendant de nombreuses années. Et vous savez qu'aujourd'hui, alors j'ai parlé de la commission, la CIAS de Jean-Marc Sauvé, la commission pour les abus sexuels dans l'Église, il y a la commission, la CIVIS, la commission relative aux incestes actuellement, mais c'est ce qu'ils font. Ils entendent très souvent des victimes qui sont maintenant relativement âgées, mais qui ont connu dans leur passé des atteintes sexuelles dont ils n'ont pas pu exprimer leur ressenti. Donc c'était très important de montrer à quel point soit la justice, soit ces commissions spécialisées ont pu effectivement répondre à une attente et produire une forme de reconnaissance qui a été particulièrement salubre pour entrer en voie de jugement, même si ce jugement formel n'a pas été possible. Enfin, l'autre point, c'est le côté imprescriptible. Il y a une demande aujourd'hui double, une demande de la part des mouvements féministes qui sont divisés, mais malgré tout dominants de ce point de vue-là. On demande une imprescriptibilité des crimes sexuels. C'est ce que demande, par exemple, la commission sur l'inceste que j'évoquais tout à l'heure. Et on demande une nouvelle définition du viol, qui est une définition qui intègre la notion de consentement explicite, affirmatif, qui permettrait effectivement de donner au juge une autre approche du problème qui serait plus conforme à ce qu'effectivement les victimes peuvent ressentir. Bon, voilà à peu près le schéma général que je propose dans ce livre en vous donnant une idée très globale de ce qu'il contient. Merci de votre attention. Denis Salas, auteur de Le déni du viol, essai de justice narrative, édition Michalon, à la librairie Ombre Blanche, le 2 février 2024. Merci beaucoup pour cette évocation, cette présentation de quelques éléments, parce que le livre est extrêmement riche. Alors avant de passer bien évidemment à un échange avec vous, peut-être une première question en lien, je reviendrai sur, il y a à la fois la question liée à l'écrivain et puis aussi au juriste, puisque Denis, vous êtes les deux. Et on a cette évocation et cette force, cette puissance notamment qui est évoquée avec 3 exemples au début, et c'est la question du récit qui est véritablement essentiel, important. Et c'est ce lien entre le récit et la place de la victime dans notre cadre judiciaire qui a évolué, cette place de la victime, et la façon dont on va pouvoir accueillir cette parole aussi dans le monde judiciaire. Et vous avez une formule notamment, je vous cite, l'audience est le lieu d'un retour au monde de la parole après la violence destructive. Le problème, c'est que cet accès à la parole
pour certaines, il est inaccessible. Je commence le livre par un récit de Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette, qui a été mon fil conducteur. Bernanos raconte une gamine, Mouchette, qui est une gamine totalement à l'abandon, dans un chaos total. Sa mère est mourante, son père l'ignore complètement. Bresson a fait un film admirable, de concision, glacé. Dans ce film, c'est terrifiant. Mouchette, donc, est totalement à l'abandon. Elle erre, elle est rejetée par l'école, elle est rejetée par ses parents. Elle est comme une pierre qui roule dans la forêt. Et puis, elle rencontre un braconnier dans la forêt qui porte un regard sur elle. C'est le premier homme qui la regarde. C'est pas trop ce qui trame, mais c'est intéressant ce que dit Bernanos, parce que le braconnier va construire le consentement de Mouchette à la relation sexuelle. C'est très intéressant et ça m'a rappelé Springora, c'est-à-dire que, alors c'est pas Mazeneff, mais c'est quand même un type qui a une capacité à effrayer, à sidérer la victime. Il lui fait croire qu'il a tué le garde-chasse de ses mains, ce qui est faux, on verra après. Ensuite, il simule une crise d'épilepsie, c'est terrifiant pour la gamine. Et ensuite, il lui montre des brûlures terribles qu'il a sur le bras, qui se seraient fait, je ne sais où, à la guerre, etc. Et on voit Mouchette qui, à la fois, est fascinée, et en même temps, elle est craintive, elle est prise dans une sorte de sidération totale, qui fait qu'effectivement, elle va céder, elle ne va pas consentir, elle va céder face au braconnier. Mais je trouve que cette histoire-là, en tant que telle, elle est assez fascinante pour nous montrer, je pensais aussi à Depardieu indirectement aujourd'hui, mais c'est un peu, même registre. Je pense qu'effectivement, la capacité de sidération, elle est très, très puissante, et l'histoire de Mouchette le donne, et le donne fortement. D'autant que, et c'est ce que nous dit Bernanos, d'autant qu'après, et ça se sait dans le village, tout se sait dans un village. Elle est encore plus ostracisée et rejetée par la communauté villageoise. Sa mère l'abandonne complètement, elle meurt finalement, et Mouchette n'a qu'une solution, c'est cette terrible fin que Bresson et Bernanos racontent, qui est son suicide dans les temps du village. Je trouve intéressant l'histoire de Mouchette parce que c'est un récit d'une très grande puissance, un court récit, très sobre, et qui finalement nous parle beaucoup, parce qu'il nous raconte comment la subversion du consentement est au cœur du mécanisme à la fois de l'abus sexuel dans l'Église, de ce qui est arrivé à Springora, de ce qui arrive aussi à la plaignante dans l'affaire Depardieu, etc., etc. Donc c'est vraiment une matrice de sens très, très puissante de ce point de vue-là. Donc le récit littéraire nous dit des choses. Il faut l'entendre en tant que tel, le récit de la fiction, l'autofiction aussi. Je crois que c'est ce lien qu'il faut faire entre ce que nous évoque ce type de récit-là et ce que nous vivons, nous, juges dans les tribunaux, qu'il faut comprendre aussi pour mesurer l'ampleur de certaines situations singulières qui nous sont déférées et que nous devons juger à travers, effectivement, ce que nous disent les victimes et les avocats. Peut-être immédiatement, si vous avez des questions. Bonsoir. Je voulais savoir, la justice, comment elle se positionne lorsqu'il y a une seule victime et un bourreau. Comment elle peut trancher, étant donné qu'il n'y a pas de témoin? Vous avez tout à fait raison. C'est difficile, c'est la difficulté de juger, en l'occurrence, puisque vous n'avez pas de témoin, vous n'avez souvent pas de preuves, vous n'avez souvent pas de traces. Très souvent, on préfère aller prendre une douche plutôt que d'aller à l'hôpital pour faire des prélèvements, maintenant, même si ça change. Donc vous n'avez que la parole de la victime qui va devoir affronter le commissariat pour déposer plainte, ce qui n'est pas une affaire simple. Donc vous avez là une difficulté pour la victime de prouver son préjudice. Et du coup, le juge, il a deux choses en face de lui. C'est le propre de ce que je viens de dire, à savoir, d'un côté, une parole qui se dit être la vérité des faits, mais sur lesquels nous n'avons aucun moyen de la vérifier, pour les raisons que je viens de vous dire. Quand vous êtes volé, vous avez un préjudice, vous avez une trace, quand il y a un cadavre, quand il y a un meurtre. Il y a, si vous voulez, des éléments matériels qui vous permettent de fonder votre conviction. Là, vous n'avez rien. Vous avez une parole et vous avez en plus, du côté de l'auteur, une négation, j'ai évoqué tout à l'heure, qui va au contraire dire elle était consentante. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que là, ça se joue sur la perception sensible des choses. Moi, j'étais juge des enfants. Je me souviens très bien quand j'avais des victimes comme ça. On sent humainement
on sent la charge de vérité d'un témoignage ou la charge de vérité d'une négation qui parfois est inconsistante. Quand on vous dit « je suis innocent parce que je suis innocent », c'est tout. Bon, ok, d'accord, c'est votre droit. Après, vous entendez la victime. Et là, la charge de vérité, elle est très lourde. Et forcément, elle pèse dans votre décision. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Dans la singularité des témoignages, un témoignage qui vous dit « je suis innocent, j'étais pas là, elle était consentante », ok, tu le dis, tu as le droit, pas de problème. Ton avocat t'a suggéré ou tu l'as dit toi-même. Mais après, il y a le discours de... Et vous avez quand même beaucoup de films aujourd'hui, je pense le film de Karine Thuil, Les choses humaines, ça le dit bien. Et tout le procès repose sur le témoignage de la victime et de l'inanité, de l'inconsistance, quelque part, du témoignage de l'auteur. Pour répondre à votre question, c'est comme ça qu'on juge, en confrontant la charge émotionnelle de chaque témoignage, et ça fait intime conviction. Et alors, ça peut être discuté, ça peut être contesté, on essaie de motiver comme on peut, mais c'est souvent ça. Je me souviens d'une décision, c'est difficile d'écrire comment on était convaincu par un témoignage. Et je me souviens d'une décision où la motivation, parfois on y a accès, je l'ai mis dans le bouquin, la cour a été convaincue ou très convaincue par le témoignage de la victime. C'est tout, en soulignant le très convaincu. Donc, un mot simple montre que la charge du témoignage a été convaincante par sa sincérité, de toute évidence. Et ça, vous ne pouvez pas le voir sans l'éprouver émotionnellement au cours d'une discussion. Moi, c'est exactement ça que je répondrai à votre question. Par rapport à la parole de l'enfant, il faut l'entendre, mais aussi se dire, attention, elle peut être aussi induite par un adulte qui peut effectivement l'influencer. Donc il faut l'entendre, demander à une expertise pour la valider, mais il faut aussi être prudent par rapport à ça. Il peut y avoir, vous savez, l'affaire Doutreau, qui n'est pas si vieille que ça, a été fondée sur des témoignages totalement... l'enfant était paniqué, donc il pouvait entendre ce qu'on lui disait d'entendre. Dans un conflit intrafamilial, l'enfant étant pris en otage. Donc sa parole peut être dévoyée. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, il me semble que dans le code du procès pénal, Oui. c'est à la victime d'apporter la preuve de l'infraction. Et on a donc cette présomption d'innocence qui protège l'auteur présumé, qui se justifie d'ailleurs historiquement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait changer quelque chose au niveau du code pénal pour coller aux besoins de justice criants des féministes aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là? Oui, vous avez une commission des lois à l'Assemblée nationale, la délégation des femmes, qui se penche sur la définition juridique du viol actuellement et qui va introduire la notion de consentement pour justement proclamer et énoncer clairement que le viol, c'est un acte non consenti par la victime. D'entrée de jeu, pour éviter ce que vous dites, de penser qu'il y a un consentement implicite qui se déterminerait. Maintenant, ce que vous dites quand même, il faut rappeler que dans la loi, celui qui doit démontrer la culpabilité de l'auteur, ce n'est pas la victime, c'est le procureur. C'est la partie civile? Non, le procureur, c'est celui qui représente la société. Le procureur de la République, bon, c'est un magistrat qui a accumulé des preuves dans un dossier que j'évoquais tout à l'heure, des charges, etc., et qui dit « je demande, moi, parce que j'ai des preuves, des éléments, etc., la peine ou la culpabilité de tel ou tel individu ». La victime témoigne, se porte partie civile et partie prenante, elle apporte son témoignage, mais ce n'est pas elle qui a la charge de la preuve. C'est la société, l'État, le procureur qui doit le démontrer. Donc elle y participe, mais elle n'est pas décisionnaire, si vous voulez, là-dessus. Mais on verra ce que dit la commission des lois dans sa délibération dans quelques mois, parce qu'il y a une vraie discussion là-dessus aujourd'hui. Parce qu'en gros, les pays grosso modo anglo-saxons mettent le consentement au cœur de la définition du viol, vraiment ce que vous dites, mais que nous mettons le comportement de l'auteur au cœur de la définition du viol. Menaces, contraintes, surprises, etc. Donc, est-ce qu'il faut basculer dans un système où le consentement de la victime est déterminant, ou est-ce qu'il faut rester sur le comportement de l'auteur? C'est une vraie question aujourd'hui, que je me garderai bien de trancher. Oui, je voulais vous interroger là sur le port du bracelet électronique, parce qu'il se trouve qu'en Espagne, c'est très très largement utilisé dans le cadre des violences conjugales,
alors qu'en France, c'est très peu utilisé. Alors, il peut y avoir une raison économique qui fait que la justice n'a pas à sa disposition suffisamment de bracelets électroniques, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Elle repose, à mon avis, sur l'avis du juge. C'est le juge, en fait, qui prend la décision dans un cas bien précis, le cas d'une violence conjugale, enfin de violence à l'intérieur d'un couple, d'ordonner le port du bracelet électronique pour le mari violent. Après, moi, je ne connais pas bien le cadre législatif. Est-ce que ça peut être mis en place en amont, c'est-à-dire la femme en question qui a subi les violences, qui a porté plainte plusieurs fois, est-ce qu'à la suite de ça, un juge peut ordonner que le mari en question doive porter un bracelet électronique pour justement éviter à terme un féminicide, comme il en arrive très très souvent, ou alors il faut que le mari ait été condamné devant le tribunal, et en l'occurrence on peut ordonner ce bracelet électronique pour éviter que par la suite il ne s'en prenne à sa compagne dans la mesure où elle l'a fait condamner. Oui, là on est sur plutôt les violences physiques, féminicides et autres. Le bracelet électronique, non, il se développe beaucoup. C'est pas un cas rare, loin de là. Simplement, il faut une décision du juge, en l'occurrence. Il faut une décision du juge. Mais vous avez, il n'y a pas que le bracelet électronique, hein. Il y a l'ordonnance de protection. C'est une ordonnance qui permet effectivement de donner à la femme un téléphone en main pour, en cas de danger, le signaler à une autorité pour permettre effectivement d'être protégé. Il y a beaucoup d'outils qui se développent avec beaucoup de succès aujourd'hui pour sécuriser les femmes en danger par rapport à des compagnons ou des maris ou des conjoints qui peuvent être violents. Et ça, c'est de la protection-prévention. On essaye d'éviter que l'irréparable se produise. Ça, c'est quelque chose qui est international. Beaucoup de pays développés l'ont actuellement, l'Espagne, comme vous le dites, mais d'autres pays. Donc, il faut toujours une décision du juge, hein, pour répondre à votre question, soit en jugement, soit en prévention avant le jugement, quand il faut une mesure provisoire pour répondre à une urgence. Oui, bonjour. J'étais témoin il y a 60 ans d'une violence conjugale chez mes parents. Bon, mon père a failli tuer ma mère et voilà, j'ai grandi avec un chapeau blanc, je veux dire, sur cet événement-là. Et finalement, à la suite, j'ai commis aussi un acte très violent suite à cet exemple de mon père. Mais finalement, j'ai réussi de me mettre en question. Écoutez, c'est plutôt pour donner un témoignage, ce qui a fait écho, je vais dire, dans votre récit, écho en moi. Bon, peut-être que vous pouvez donner votre vision sur cette témoignage. En tout cas, c'est encourageant d'entendre ce témoignage qui montre que ce que je peux dire, moi, très modestement, rencontre un écho comme celui-là. Mais vous savez, la violence, elle est intergénérationnelle. Elle se transmet. Étant témoin de la violence de votre père, quelque part, les psys diraient, vous l'avez introjecté, vous l'avez intériorisé, et quelque part, il fallait vous en débarrasser. Mais vous savez, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est la parole. C'est l'instrument de lutte contre la violence que la cure analytique propose, que la justice propose aussi, à sa manière, mettre en mots le temps nécessaire, une violence qu'on porte en soi, pour l'épuiser, la briser, à proprement parler, et revivre après d'une autre manière. Donc je pense que la justice a un rôle à jouer, mais il y a aussi les autres manières de le faire. L'écriture joue aussi ce rôle-là. C'est vraiment un travail sur les mots aussi, ou le témoignage, ou la cure, la psychothérapie. Donc je pense, il faut vaincre la violence comme ça. Peut-être de manière plus générale, c'est la question de la formation des magistrats aussi. Denis, est-ce que tu pourrais préciser pour accueillir cette parole, notamment parce qu'il y a le côté policier et de la magistrature Oui, aussi. il y a effectivement des formations à l'accueil de la parole. Je suis un très grand partisan de cela, avec surtout l'accueil de la parole de l'enfant, sur lesquels on a beaucoup travaillé, avec des protocoles d'écoute et de la parole, qui ne soient pas, si vous voulez, une violence supplémentaire que l'enfant subit. Il y a là une vraie pédagogie à opérer, qui me semble extrêmement importante, avec aussi, du côté des policiers, il y a des protocoles qui se mettent en place, aussi du côté des juges d'instruction qui existent, et qui permettent maintenant, je crois, d'accueillir cette parole d'une manière plus correcte. Oui, bonjour aussi, je me permets d'intervenir. Il y a plusieurs choses qui traversent l'esprit, bien sûr, quand on arrive dans une salle et qu'on va parler du viol. J'imagine qu'on a peut-être tous pensé à avoir fait des choses horribles des fois ou avoir commis des actes délictueux et compagnie.
ou bien s'être senti bon et au-dessus de toutes sortes de culpabilités possibles. Mais dans le fond, je me demande aussi simplement si dans notre société, il n'y a pas quelque chose qui fait barrage des fois à la justice. C'est ce que vous disiez, la puissance des uns. Ou si vous parliez de la puissance du déni, mais parce que les autres en face sont puissants. Et il y a Maupassant, vous parliez de Bernanos, moi je pensais à Maupassant qui raconte l'histoire d'un crime qui est sans doute commis par un vagabond, un braconnier, quelqu'un qui passe par là. Enfin, c'est ce qu'on croit, du moins tout au long du récit. Or, il s'avère qu'à la fin de ce livre, on apprend que c'est celui qui employait la jeune femme, qui s'était retrouvé veuf, donc qui avait des circonstances, on va dire, on comprend ça. Il était seul depuis longtemps. Et voilà, il en a fait son affaire et il l'a liquidé, quoi. Il l'a mis. Vous savez que c'est un exemple que je donne dans le bouquin. Ah, je suis désolé. Maupassant est un auteur extraordinaire pour étudier le viol. Très fort, oui. Et moi, je donne l'exemple d'un maire qui commet le viol, qui est très proche de la gendarmerie, alors que il est en quelque sorte. Il guide les enquêtes. Il guide l'enquête. Il ne peut pas le soupçonner parce qu'il est aux premières loges de ceux qui poursuivent le criminel, mais qui après est rattrapé par sa conscience morale. Et une nouvelle extraordinaire, hein, je le raconte dans le livre, mais qui est un exemple fabuleux d'une impunité organisée par le statut social du maire qui lui fait échapper à toute poursuite. Et vous savez, les exemples qu'on a aujourd'hui, ça résonne. Hein. Et oui, drôlement. Hein. Mais juste dernière chose, récemment était aussi diffusée sur France Télévisions une série, c'est trop récent pour que vous en ayez mentionné sans doute dans votre livre. Oui, voilà, c'est fabuleux aussi de voir ça. Là, ça montre très bien comment ce personnage, il est totalement noyé dans la masse, il est au milieu du village, mais personne ne le soupçonne. C'est extraordinaire. Alors, ceci étant, je nuance simplement, c'est des crimes sériels quand même très rares. Mais c'est quand même extraordinaire de voir comment il est tellement visible qu'il devient invisible, pour le dire rapidement. Je voulais que vous reveniez sur les 1% d'affaires qui aboutissent à des qualifications de viol, tout en sachant que, bon, la qualification, c'est quand même une question d'intime conviction des juges, qui seront peut-être très sensibilisés. Mais je repense par exemple au récit de Neige Sino. Elle a la chance, entre guillemets, que son violeur reconnaisse les faits. On perçoit dans son récit que s'il n'avait pas reconnu les faits, elle aurait été rejetée, son affaire. Donc, quelles issues? Parce que 1% sur toutes les affaires de viol, c'est quand même... quelle que soit la qualification. Hein, C'est 1% des viols allégués, hein, pas forcément qu'ils soient étayés, démontrés, qualifiés, qui aboutit à une condamnation. Hein. Donc c'est encore plus. Donc pourquoi? Moi j'avais étudié la Cour d'assises de Paris pour les affaires qui sont présentées à l'audience, qui arrivent au bout enfin du processus, eh bien il y a dans l'immense majorité des condamnations. Mais il faut que les affaires arrivent au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient à la question de la preuve. Si la preuve n'est pas suffisante, on va vers un classement, on va vers un non-lieu. Et alors la victime est totalement démunie par rapport à ça. Parce qu'elle attend quelque chose de la justice, mais elle n'a pas de réponse proprement dite. Surtout quand le classement non-lieu, c'est notifié par la poste ou par un email. C'est d'une violence extrême. Donc si vous voulez, c'est ça le problème, c'est que l'attente ne peut pas correspondre à la réalité de ce que produit la justice, parce qu'elle ne peut pas décider qu'un homme sera condamné par une peine s'il n'y a pas des éléments suffisants pour obtenir une condamnation. Alors, par rapport à cela, il ne faut quand même pas oublier que la demande de reconnaissance est très importante et que quand Neige Sino ou d'autres ont pu avoir la chance d'avoir un accusé qui est dans la repentance, qui est dans la reconnaissance, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il lui ôte le poids de la culpabilité. Il endosse sa culpabilité de l'acte en direct, et du coup c'est une respiration qui redevient possible parce que je revis quelque chose, parce que lui il porte ça. Le plus difficile pour la victime, c'est quelqu'un qui est dans la négation et qui en plus dit « elle était consentante ». C'est elle qui m'a cherché, entre guillemets, etc. Et là c'est très difficile parce que non seulement il rejette la culpabilité, mais il la transfère sur l'autre. Mais quand vous avez la chance d'avoir, la chance, entre guillemets, mais vous savez, à la fin du livre, je cite un passage... Je vais vous citer, voilà. Voilà comment ce que dit
un accusé de viol. Ça commence comme ça. Le président ouvre la séance, l'invite à donner son identité et lui demande quelle est sa position par rapport au procès qui va se dérouler. Voilà ce que dit cet homme. J'attendais cette audience pour m'exprimer. Cela fait 652 jours que je suis en prison et je pense tous les jours à ce que j'ai fait. Je tente de comprendre pourquoi. Je suis suivi par une psychologue en détention depuis mon arrivée. Je ne suis pas là seulement 2 jours, parce que ça dure 2 jours, pour prendre une peine, mais je suis là pour restaurer ce que j'ai fait. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça, vous pouvez engager un processus de reconstruction avec la capacité qu'il a, lui, d'endosser sa responsabilité. Ce n'est pas si fréquent, mais quand ça existe, ça vaut le coup de le signaler. Et là, vous avez un procès qui a du sens. Parce que là, du coup, effectivement, la victime peut effectivement entendre cette réponse-là et sortir de ce procès avec le sentiment que le poids de la peine a un sens pour elle et pour lui, en l'occurrence, et que quelque chose de l'ordre d'une nouvelle vie pour elle peut redémarrer. Je pense que le mouvement féministe, les féministes ont trop tendance à s'appuyer sur des chiffres en permanence. Il en faut, bien évidemment. Mais moi, je suis plutôt attentif au qualitatif, à la sensibilité qui se dégage de ce type d'audience et aux récits qui se produisent. Donc c'est ma petite différence avec ce mouvement. Bonsoir. Je voudrais savoir si la justice a un positionnement particulier par rapport à un viol particulier qui est l'inceste, parce qu'en plus de tout ce dont vous avez parlé au début, il y a le pouvoir parental, l'autorité parentale qui agit. Et deuxième question que j'aurais aussi, c'est par rapport à l'Espagne. On en parle beaucoup. Bon, je vais très souvent en Espagne. Est-ce que vous avez une explication sur le fait que l'Espagne est si en avance que ça par rapport à nous en France ? Il y a vraiment beaucoup de mouvements en Espagne, il y a beaucoup moins d'agressions sur les femmes. Ah, effectivement, une avancée très nette. Il y a la loi Solossi-Assi, donc le consentement est au premier plan. Il y a aussi, monsieur parlait tout à l'heure des bracelets électroniques, des ordres de protection. C'est en Espagne que ça a été très très développé. Une formation de la police. En Angleterre aussi, il y a quand même des services de santé spécialisés, etc., qui jouent un rôle très important. On choisit de mettre la victime au premier plan de la réponse de l'État et de la justice. Donc ça, c'est important et ce pays-là a dû avancer comme cela. Alors sur l'inceste, à mon avis, alors là, le déni est encore plus fort. Il est encore plus fort parce qu'il est pris dans le silence de l'intrafamilial. Regardez l'affaire Camille Kouchner qui nous a beaucoup occupés ces derniers temps. Donc pour briser ce carcan, l'exemple Kouchner est très intéressant. Il a fallu que la mère meure, que Evelyne Pizier meure pour que effectivement les enfants se soient libérés parce qu'elle protégeait son mari et les enfants pouvaient effectivement, une fois la mère ayant en quelque sorte cédé la place, ont pu enfin engager un témoignage. Donc l'inceste, vous savez, moi, quand j'étais juge des enfants, pour vous dire en 2 mots, l'inceste, on ne le voyait pas. Pourquoi ? Parce que pour les travailleurs sociaux que je mandatais dans les familles pour intervenir, observer ce qui se passait, etc., on vous disait « Ah ben cette famille, elle est formidable, elle nous ouvre les portes, elle donne le café quand on arrive, elle est ouverte, elle est open, si vous voulez. » Donc une famille qui est ouverte, qui est conviviale, qui est sympathique, comment pouvez-vous soupçonner qu'il y a un inceste derrière ? Et moi, j'étais parfois sidéré parce que les familles que je suivais benoîtement par une mesure d'assistance éducative, j'apprenais par la police, parce qu'il y avait un signalement, et par l'école, qu'une gamine avait témoigné du fait que son père ou son beau-père abusait d'elle. Mais je ne pouvais pas le savoir par le canal éducatif classique qui se félicitait de cette famille exemplaire et coopérative avec lesquelles on pouvait travailler. Donc vous voyez, c'est compliqué, parce que l'intervenant social, il peut aussi se laisser avoir par la séduction familiale, l'ambiance. Alors maintenant, comme on a des signalements par le biais médical, par le biais de l'école, il y a plus de protocoles mis en place, on peut effectivement avoir des signalements plus substantiels. Mais une équipe éducative qui suit pendant des mois, voire des années, une famille qui est dans la coopération, c'est très compliqué pour elle de se distancier suffisamment pour apercevoir le crime en train de se commettre dans l'opacité de l'alcôve familiale. C'est compliqué, mais en même temps, c'est un phénomène récent. Vous savez, le viol du silence d'Eva Thomas, dont je parlais tout à l'heure, c'est 86. Il a fallu son témoignage pour révéler sur la place publique la puissance du déni de l'inceste. Ce n'était pas facile de l'identifier. Mais il y en a quand même beaucoup en cour d'assises actuellement.
Beaucoup, beaucoup. Grâce essentiellement à des signalements qui viennent du monde scolaire ou du monde de la pédiatrie. Parce qu'ils ont une obligation de signaler de par la loi. Ce qui avant était beaucoup plus édulcoré. En tout cas, il y avait peut-être une loi vague quelque part, mais elle n'était pas appliquée. Maintenant, on sait qu'il faut signaler quand il y a un danger réel, notamment quand vous avez un enfant qui est dépressif, qui ne va pas bien, on l'interroge dans des bonnes conditions, et puis on a des paroles qui arrivent. Et là, on signale obligatoirement au parquet, qui fait une enquête et qui ensuite diligente des services de police qualifiés, dans un protocole d'audition qui a été mis en place, recueillir cette parole qui fera témoignage au bout du compte. Mais c'est que le début du processus, parce qu'après, il y a l'instruction, l'audience, etc. C'est une affaire, et puis la famille se recompose. Enfin bon, je ne vous masque pas les remaniements familiaux qui induisent un témoignage d'inceste dans une famille qui est depuis souvent, comme le disait quelque part tout à l'heure quelqu'un, marine de génération en génération. C'est moins une question qu'une demande d'affirmation. Vous parliez tout à l'heure de la charge émotionnelle dans les procès, avec tout ce qui s'ensuit, et le manque de preuves parfois. Est-il possible donc qu'on puisse parler, pardonnez-moi l'expression, de chance dans certains procès d'une victime par rapport à une autre, selon la capacité émotionnelle des juges en face? Est-il possible que les classements sans suite soient... alors, je ne sais pas exactement comment préciser ma pensée, mais que certains classements sans suite puissent être réfléchis et, par exemple, on puisse redemander à avoir un procès, en fait. Oui, même si l'affaire est classée sans suite, vous avez ce qu'on appelle en droit la constitution de partie civile. C'est-à-dire la victime peut prendre un avocat, se constituer partie civile au tribunal et réenclencher une enquête par le biais d'un juge d'instruction. Donc ce n'est pas une fermeture, la porte n'est pas fermée, même si vous avez un classement, la porte est encore ouverte. Vous savez, dans l'affaire La Parole libérée à Lyon, là, contre le Monseigneur, le cardinal Barbarin, voilà, Barbarin, La Parole libérée, le parquet avait classé, parce que c'était prescrit. Et La Parole libérée a dit, nous on ne se contente pas d'un classement, on va au tribunal se constituer partie civile et demander à réouvrir l'affaire. Et c'est comme ça que Barbarin a pu être jugé en première instance et condamné en première instance par la justice, après être relaxé en deuxième instance parce qu'il y avait prescription. Ça lui a servi un petit peu de leçon quand même, parce qu'il a dû subir pas mal de choses. C'est lui qui a dit l'affaire était prescrite grâce à Dieu, c'est le titre du film de Ozon. L'avantage de notre justice, c'est qu'elle a cette possibilité-là de donner à la victime une chance supplémentaire de vaincre le classement sans suite. D'accord, parce que dans certains cas, on parle du fait d'entendre la victime parce qu'il y a tout ce déni autour de la parole de la victime en question. Parfois, la victime n'est même pas entendue devant les juges. Donc voilà, c'était surtout cette question-là de si jamais on n'est même pas allé jusqu'au procès, qu'est-il possible de faire dans ces circonstances-là? Elle n'est pas entendue, c'est beaucoup dire. Dans la plupart des cas, le protocole, notamment dès la police, la victime, même si c'est une enfant, elle est entendue. Mais des fois, ça ne va pas jusqu'au procès. C'était surtout ça. Des fois, c'est classé sans suite avant. Enfin, je ne sais pas si je peux dire que c'est classé sans suite avant même l'ouverture d'un procès. Mais des fois, il n'y a plus de nouvelles du tout. C'est vrai. Certaines victimes n'ont aucune nouvelle, que ce soit des avocats, c'est vrai. Aucune nouvelle parce qu'il y a un classement, que circuler, il n'y a rien à voir, qu'il y a un courrier. Ou même pas, parfois. Pas. Je pense que le classement devrait être expliqué. Oui. En disant aux gens, voilà, il y a eu telle et telle raison pour lesquelles on ne peut pas aller plus loin. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez agir d'une autre manière en justice. Si on envoie un papier sec aux gens, ils ont un sentiment d'être totalement grugés par la justice. Par contre, si vous expliquez un petit peu tout cela, ça peut avoir du sens. Et on peut dire, voilà, moi là, je peux avoir cette chance nouvelle de revisiter mon affaire. D'accord, merci beaucoup. Une toute dernière question. Bonjour monsieur, je vais peut-être m'exprimer un petit peu maladroitement parce que c'est une réflexion là que j'ai élaborée récemment. Ce qui m'a donné l'idée de vous poser cette question, c'est votre façon de formuler subversion du consentement et manipulation du consentement. D'abord, il faut que je dise que j'exerce depuis plusieurs années en tant que psychanalyste. Il y a deux grands domaines dans la société, enfin il y a deux grands cas où je trouve que c'est interpellé de façon générale et fréquente éventuellement. Donc ça dépasse souvent le cas individuel, ponctuel. Donc je dois savoir un peu la justice, comment elle peut s'y prendre. Là. Il y a
le cas des sectes, où il y a une emprise psychologique et donc en fait que ce soit le viol ou acte violent, donc en fait une manipulation du consentement et donc une subversion du consentement. Et ensuite il y a quelque chose d'encore pire, si je puis dire, parce que c'est, je pense, assez marginal et assez mal, encore très peu exploré par la justice de façon systématique. Il y a le phénomène des pratiques sadomasochistes avec comme perversité, si je puis dire, morale, subjective, ce qui en plus se verrouille du côté d'une pseudo-justice dans la forme, c'est-à-dire le contrat sadomasochiste, donc un faux contrat de justice. Voilà, donc là, il est très difficile par rapport à la victime de ne pas s'impliquer dans sa propre responsabilité, puisqu'en plus, elle a soit signé un contrat réellement, soit de façon sous-entendue. Mais elle s'est impliquée dans le pseudo-consentement. Oui, tout à fait. Qu'en pensez-vous, ça montre bien à quel point le consentement contractualisé a des limites. Parce qu'effectivement, le consentement à subir des actes comme cela, il est sujet à caution quand il est traité de cette manière-là, avec les conséquences que ça peut impliquer. Il y a un grand débat, je n'ai pas le temps d'évoquer ce soir, il y a un grand débat sur, d'une part, la légitimité du contrat en la matière, validant les pratiques BSM, comme on dit, et puis au contraire, les gens qui disent, dès qu'il y a atteinte à la dignité de la personne humaine, on doit intervenir et condamner ceux qui en sont les auteurs. Le contrat n'est pas tout puissant. Le juge peut aussi juger qu'il y a atteinte à la dignité, à la personne et offense qui lui est faite. Bien, merci en tout cas à Denis Salas. Vous venez d'écouter Denis Salas, auteur de l'ouvrage Le déni du viol, essai de justice narrative, aux éditions Michalon, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 2 février 2024. Denis Salas a fait aussi paraître chez Michalon Kafka, Combat avec la loi en 2013, Albert Camus, La juste révolte en 2002, et plus récemment, La foule innocente en 2018 chez Desclés de Brovard. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.